Bonsoir, merci beaucoup pour cette introduction. Avant de vous parler de neutralité, j'aimerais faire un bref tour de l'actualité, parce que l'actualité est intéressante aussi du point de vue de la neutralité. Et j'aimerais aborder la question de l'Europe, la question de la place de la Suisse dans l'Europe, avant d'aborder la question du droit de la neutralité et de l'application du droit de la neutralité aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des questions ou si je ne parle pas de façon compréhensible, s'il vous plaît, interrompez-moi, posez des questions en cours de route, parce que souvent, après une demi-heure de discours, on oublie les questions qu'on avait l'intention de poser. Donc, je trouve que c'est un dialogue entre nous et je vous remercie si vous avez des questions de lever la main et de m'interrompre. Donc, pour ce qui concerne l'actualité, depuis 2022, vous le savez, les États-Unis et l'Europe sont engagés dans 2 conflits avec des ondes de choc mondiales. L'attaque russe de février 2022 a brisé toutes les normes sur lesquelles reposait l'ordre de paix européen. On a en fait une guerre sur le continent européen. Avec un premier grand changement de perspective, la guerre confirme la dépendance et l'attachement des Européens aux garanties de sécurité des États-Unis. L'Europe n'est plus l'encre de stabilité qu'elle croyait être. Elle se voulait un modèle pour le monde, elle se voulait fixer des normes, des standards environnementaux, de bonne gouvernance, de respect des droits humains. Il s'avère désormais que l'Europe ne peut même pas garantir la paix sur son voisinage immédiat. Elle n'a pas pu encore s'affirmer, elle ne peut pas encore s'affirmer et trouver sa place dans le nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Elle est gravement sous-armée, sous-équipée, vulnérable en cas de conflit majeur qui attaquerait un des pays européens. Elle est en plus divisée. Et il semble même que la division de l'Europe soit perçue comme une priorité par Washington, car elle maintient l'Europe dans le sillage de la politique américaine de sécurité. Elle est dépendante de l'Europe pour sa sécurité, pour ses technologies, et elle est dépendante de la politique américaine en général. Une Europe qui paye, une Europe qui se réarme, une Europe qui reconstruit, qui pense les plaies, une Europe qui fait le douloureux travail après-vente, si je puis dire, vous passez l'expression, de la politique américaine de sécurité, de la politique étrangère des États-Unis. En fait, les États-Unis souhaitent l'Europe à leur merci. C'est un jeu gagnant-perdant. Une Europe qui, encore une fois, une Europe qui est subordonnée, une Europe qui paye, et qui est dépendante, qui achète des armes aux États-Unis et qui est dépendante de sa politique. C'est franchement le rêve pour les États-Unis. C'est pas, la question n'est pas, comme on entend souvent dire, que les États-Unis se retirent de l'Europe. Non, pas du tout. L'Europe devient une espèce de sous-traitant des États-Unis. Je vais passer sur les détails de la guerre, mais pour aborder la question de la paix. On ne peut pas parler puisque c'est lié à la neutralité. Vous savez, la neutralité, c'est le renoncement à la force pour traiter les tensions internationales et les conflits internationaux. Et donc, on ne peut pas parler de résolution pacifique des conflits sans évoquer Emmanuel Kant et son projet philosophique pour la paix perpétuelle, en rappelant que l'idée d'une société des nations et d'une organisation des Nations Unies lui est due. Les Nations Unies ont précisément été créées pour protéger le monde des guerres. Mais l'organisation, tout comme l'organisation qui l'a précédée, la Société des Nations, sont aujourd'hui impuissants. Si vous écoutez le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, il n'a de cesse de lire le dictionnaire des synonymes en décrivant la situation internationale comme dramatique, épouvantable, enfin, etc., etc. Mais il n'a pas les moyens de
enfin d'être fidèle à la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire à travailler pour la résolution des conflits de façon pacifique. Et en réalité, la période de liberté qui avait débuté avec tant d'espoir après la chute du mur de Berlin s'est effondrée. À cette époque, les conflits étaient gérés sur la base de règles au sein d'organisations internationales, encore une fois comme les Nations Unies ou comme l'Organisation du commerce mondial, l'OMC. Le libre-échange atteignait des sommets inégalés, sans précédent. L'Amérique dominait et garantissait le système. La seule superpuissance, les États-Unis, s'avérait être un partenaire fiable, un partenaire sur lequel on pouvait généralement compter. On constate aujourd'hui que cet ordre mondial a pris fin. Ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire des règles communes dans tous les domaines qui s'appliquent à tous les États, est vraiment très très affaibli du fait que les 5 grandes puissances peuvent opposer le droit de veto à toutes les décisions qui sont proposées par le Conseil de sécurité. Et donc le Conseil de sécurité est tout à fait impuissant. L'Assemblée générale des Nations Unies a certes multiplié les décisions qui sont prises en son sein, mais et qui nécessitent qu'une majorité simple et pas l'unanimité, mais ces décisions sont symboliques et elles sont encore d'autant plus la démonstration d'une organisation qui est incapable de gérer les tensions internationales et de gérer les conflits, puisque l'Assemblée générale n'a pas de pouvoir d'imposer ces décisions, n'a pas le pouvoir de les mettre en œuvre. Donc on ne reconnaît plus les règles existantes. La Chine et la Russie critiquent le système qu'elles qualifient de diktat unilatéral des Américains. Dans le même temps, les États émergents et contestataires de l'ordre établi sont devenus relativement importants dans le monde, leur influence est relativement importante, de sorte que les États-Unis ne peuvent plus contenir leur montée en puissance, et on vit ce qu'on peut appeler à l'ère de la jungle. Moi j'appelle ça la diplomatie du gorille, c'est-à-dire on montre les muscles, et puis on provoque, puis si ça ne marche pas, on tape. C'est un peu ça qu'on vit aujourd'hui en termes de diplomatie internationale. À l'exemple de ce qui s'est passé récemment avec le Venezuela. Et je vais en parler parce que ça démontre bien que plus personne ne respecte les règles internationales. Quoi qu'on puisse penser de la dictature de M. Nicolas Maduro, je ne suis pas une fan de son régime, mais au milieu de la nuit, on kidnappe un président en exercice. Imaginez si ça se produisait pour la Suisse. Imaginez, on kidnappe un président en exercice. On l'emmène aux États-Unis pour le juger sur place. Et ça, c'est une violation de la Charte des Nations Unies, une violation de la règle de l'impunité des chefs d'État en exercice. Donc ça veut dire, systématiquement, c'est la démonstration de ce que pense le président américain des règles internationales et de la Charte des Nations Unies et du droit international. Rien du tout. C'est pas ça qui l'intéresse. Et donc, le problème, c'est que cette politique-là, qui respecte aucune règle, qui fait atteinte à la souveraineté des États, ça, la Suisse devrait imposer le droit de la neutralité, hein. Parce que là, on est dans la violation d'un territoire national. On parle aujourd'hui d'atteinte, de kidnapper aussi le guide iranien. On parle de s'emparer du Groenland. On parle et je parle. La Russie, elle
elle a été condamnée à juste titre pour son agression contre l'Ukraine, mais il fut un temps où on pensait que le président russe Poutine était la personne la plus dangereuse au monde. Aujourd'hui, par son agression contre l'Ukraine, aujourd'hui on se rend compte que bon, il a des imitateurs, quoi. Et parmi un État que l'on considérait comme notre allié le plus fidèle et le plus fiable. Donc ça, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais dans le monde, il y a une certaine... les gens sont... Et les gouvernements, et les gens, les populations sont dans l'incertitude de ce qui pourrait se passer. Ça se passe entre les blocs, entre les grands États, entre la Chine, entre la Russie. Et d'ailleurs, cette attaque du Venezuela et ce kidnapping du président Maduro n'a pu que réjouir les Russes et les Chinois. Comme vous le savez, M. Xi Jinping, il a des intentions vis-à-vis de Taïwan, et les Russes, ils sont en train d'agresser l'Ukraine et de gagner du terrain en Ukraine, et là, on n'est pas prêt d'avoir un accord de paix en Ukraine. On voit comment les négociations se passent. Donc, ce qui était intéressant dans l'histoire du Groenland, c'est que finalement l'Europe s'est réveillée. L'affaire était tellement la provocation à l'égard d'une région semi-autonome qui appartient au Danemark depuis 1721 et qui est membre de l'OTAN. La provocation était tellement énorme que les Européens, qui jusque-là se sont montrés, comme je vous l'ai dit au départ, très faibles, là, tout d'un coup, les Européens se sont réveillés, se sont unis et ont fait bloc contre la volonté de M. Trump de s'emparer du Groenland, de sorte qu'à Davos, il a fait marche arrière. Il a fait marche arrière et il a trouvé le prétexte d'un entretien avec le secrétaire général de l'OTAN pour élargir la problématique à la sécurité de l'Arctique, ce qui lui a permis de sauver la face. Et on espère que l'histoire du Groenland va en rester là. Mais la conclusion de tout ça, c'est que M. Trump ne respecte pas le droit international et ne respecte pas les règles. Et puisque les règles sont violées et que la Charte des Nations Unies est impuissante à prévenir les guerres, le président américain, assez logiquement, il innove en lançant à Davos, ce mois-ci, il y a une semaine, cette idée d'un Conseil de la paix qui est censé ramener l'ordre dans le monde. Initialement, cette histoire était prévue pour Gaza. Là, à Davos, il a élargi le champ. Il en a fait une sorte, avec ce Conseil de la paix, il en a fait une sorte d'alternative au Conseil de sécurité, avec la différence, parce qu'il trouve que, franchement, le secrétaire général des Nations Unies, il est faible, ce qui n'est pas faux, je veux dire, il est très faible, alors que lui, la personne la plus importante du monde, va pouvoir être beaucoup plus efficace à la tête d'un Conseil de la paix qui se veut une sorte d'alternative au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le problème, c'est que il se nomme président à vie et qu'il y a une taxe d'entrée de 1 milliard de dollars. C'est une sorte de club de golf au niveau mondial. Là, l'invitation est parvenue à une cinquantaine d'États, y compris à la Suisse. La Suisse a reçu une invitation à participer à ce Conseil de la paix, et la Suisse, elle a considéré être dans une situation inconfortable, ce qu'on peut comprendre, parce que d'une part, la Suisse dit que dans notre ADN figure la promotion de la paix, la diplomatie, les bons offices, et que non, on n'est pas un État guerrier, et que donc un Conseil de la paix, ça nous déplaît pas, quoi, quelque part. Et par ailleurs, par contre, la Suisse, elle se rend bien compte que son agenda de politique étrangère n'est pas du tout le même que l'agenda de M. Trump. Il y a quand même un petit problème par rapport à la politique étrangère de la Suisse. La Suisse n'est pas une grande puissance, et si elle
elle répondait favorablement à cette invitation. La Suisse se rend bien compte qu'elle serait une sorte de marionnette dans les mains de M. Trump, obligée de suivre sa politique étrangère, faute de quoi on la menacerait de taxes douanières très élevées et de Dieu sait quoi encore. Voilà, moi je pense que la Suisse a tort de tellement réfléchir parce que c'est tellement opposé aux intérêts suisses, les intérêts de la Suisse. La Suisse est pas une grande puissance, encore une fois. Je ne dis pas un petit pays parce qu'économiquement, on n'est quand même pas un petit pays, on est dans les 20 premières puissances mondiales sur le plan économique, mais politiquement, on ne peut pas dire qu'on est une grande puissance. Et on s'en est toujours sorti en étant avec la neutralité. Donc maintenant, dans cette situation-là, moi je pense qu'on n'a aucun intérêt à participer, à se jeter dans les bras d'un bloc particulier conduit par le président Trump. Mais enfin, la Suisse réfléchit. Elle n'a pas encore donné sa réponse à M. Trump concernant la participation au Conseil de la paix. Je pense quand même que la Suisse aujourd'hui, et j'en arrive bientôt à la neutralité, rassurez-vous, mais je pense quand même que le retrait des États-Unis, enfin je ne devrais pas dire le retrait, mais la manière dont les États-Unis traitent l'Europe, et en particulier la Suisse, hein, puisqu'on fait partie du continent européen, donc quand je parle d'Europe, je ne parle pas uniquement de l'Union européenne, mais la manière dont on nous traite, y compris nous, ça fait que, comme dans chaque crise finalement, on a une chance, ça nous donne une chance. Ça nous donnerait une chance de se positionner comme Européens, comme garant d'un système fondé sur les règles. Comme garant d'un système qui se veut promouvoir des règles applicables à tout le monde, que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine de l'environnement, que ce soit dans le domaine de la promotion d'une gouvernance fondée sur l'état de droit. Parce que là, l'Europe pourrait créer un espace régi par des règles équitables, un fonctionnement démocratique. Et bien, la Suisse devrait, à mon sens, pourrait prendre la tête d'un pareil mouvement. C'est un peu le mouvement qu'a décrit le Premier ministre canadien dans son discours à Davos. La Suisse fait face donc au bilatéralisme, au jeu des rapports de force, des grandes puissances, ce qui la place, comme l'Europe d'ailleurs, dans de fortes tensions à la fois politiques et économiques. Nous sommes un pays neutre, fortement intégré dans le contexte européen, mais on se trouve cerné par une Chine en puissance, qui monte en puissance, par une Russie désireuse d'étendre son territoire et son influence sur le continent européen, et par une Amérique dominatrice. Nous sommes au défi de négocier entre les grandes puissances sans pour autant abandonner une approche équilibrée. Est-ce que c'est ça, être neutre ? Je mets un point d'interrogation, mais c'est vrai que ce n'est pas une situation nouvelle. Contrairement à ce que certains racontent, ce n'est pas une situation nouvelle. On s'est souvent retrouvé dans cette situation-là. Certains appellent ça de l'hypocrisie, d'autres appellent ça du pragmatisme, parce qu'on a toujours dû négocier. Je vous rappelle quand même qu'on est le premier pays européen, je crois, sauf l'Islande, à avoir négocié un accord de libre-échange avec la Chine. Et avec la Chine, on a un accord de libre-échange depuis longtemps, depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, on a un accord de libre-échange avec l'Inde, on a des accords avec la Fédération de Russie, on a des accords avec les États-Unis. On est en train de négocier un accord avec les États-Unis sur les douanes. Mais disons qu'on vit cette situation parce qu'on est un pays exportateur et donc on ne peut pas se payer le luxe de rester coincé dans un bloc particulier. Et le mot d'ordre de la Suisse, c'est la diversité des débouchés pour nos entreprises et en même temps ça légitime un positionnement entre les blocs, un positionnement de neutralité et un positionnement de renoncement à la force comme moyen de régler les conflits internationaux et comme moyen de défense pour la Suisse. Parce qu'évidemment, dans les rapports de force militaire, on ne fait pas le poids.
on ne fait pas le poids. Quoi qu'on puisse dépenser comme milliards pour notre défense, on ne fera pas le poids par rapport à la puissance militaire des Américains, des Chinois et des Russes. Donc maintenant, est-ce que c'est ça être neutre? Est-ce que c'est naviguer entre les blocs? Est-ce que c'est se taire, pas provoquer, etc. Qu'est-ce que c'est que le droit de la neutralité? Qu'est-ce que nous impose la neutralité? En fait, je pense que la neutralité, on n'a pas beaucoup d'obligations qui découlent du droit de la neutralité. La 5e convention, qui a été conclue lors de la conférence de la paix de La Haye en 1907, énumère les droits et les obligations d'un État neutre. L'État neutre ne peut pas participer militairement à un conflit entre États. On parle là de conflit interétatique. Il lui est interdit de soutenir les parties belligérantes avec du matériel de guerre ou avec des troupes. Il est interdit à l'État neutre de mettre son territoire et son espace aérien à la disposition des combattants. Le transit des troupes et l'établissement de bases militaires sont interdits. Il ne peut pas adhérer à aucune alliance militaire. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas adhérer à l'OTAN, qui contient l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, contient un article 5 qui implique une assistance systématique, automatique carrément en cas d'attaque d'un de ses membres. Et donc la Suisse ne peut pas y participer en gardant sa neutralité. Elle devrait abandonner sa neutralité si elle participait à l'OTAN. Et la seule obligation que nous fait la Haye, la 5e convention de La Haye, c'est l'obligation de défendre notre territoire. C'est là la contribution de la Suisse à la défense européenne. On a l'obligation d'être capable de défendre nos territoires. Donc, en réalité, et alors, encore une précision, selon la pratique des États neutres et la doctrine dominante, le droit de la neutralité ne s'applique en principe pas aux sanctions économiques. Ça veut dire que, contrairement à ce que racontent certains, et notamment la Russie, par exemple, qui nous traite d'État hostile parce qu'on applique les sanctions économiques contre elle, ça, c'est pas contradictoire par rapport à la neutralité. Lorsque nous avons appliqué la dernière fois le droit de la neutralité, c'était lors de l'invasion de l'Irak par une coalition dominée par les États-Unis sans autorisation du Conseil de sécurité. Eh bien, la Suisse a expliqué dans l'enceinte des Nations Unies que les sanctions économiques n'étaient pas contradictoires. Les sanctions économiques n'ont pas pour objectif de punir un État, elles ont pour objectif de le remettre dans le droit chemin. C'est-à-dire c'est un État qui n'aurait pas respecté les règles de droit, hein, par exemple une attaque contre la souveraineté d'un État, non-respect de l'intégrité territoriale, eh bien à ce moment-là, on applique des sanctions économiques pour l'obliger à se remettre dans le droit chemin. Alors, je dois dire que ça ne fonctionne pas vraiment bien, mais c'est l'objectif. Si vous voulez, dans la théorie, ce n'est pas une manière de... Et d'ailleurs, si vous prenez le cas de l'Ukraine, si on n'avait pas appliqué des sanctions économiques, on se serait mis dans la situation d'être une plateforme de contournement pour les États européens, des sanctions européennes. Les sanctions européennes auraient pu se contourner par la Suisse. Et donc, on aurait pris parti. On aurait pris parti en faveur de la Russie. Ceci dit, c'est la pratique suisse de reprendre les sanctions de l'Union, de reprendre parce qu'on est obligé les sanctions décidées par le Conseil de sécurité, à défaut de reprendre les sanctions de l'Union européenne ou de tout autre État ou de prendre des sanctions autonomes. Hein. Je veux dire, on n'est pas obligé de systématiquement reprendre les sanctions des autres. On pourrait aussi reprendre nos propres sanctions. Ce qu'on a fait d'ailleurs, en n'appelant pas ça des sanctions, mais en appelant, lors de la première guerre d'Ukraine, en 2014, on a appelé ça des mesures, pas des sanctions, mais on n'a pas repris. Et par exemple, on voulait toujours continuer à vendre du fromage à la Russie, et donc on n'a pas appliqué les sanctions sur les produits alimentaires, on a vendu du fromage en quantité. Le gruyère est devenu une des... Donc voilà. Alors, les sanctions économiques, ça, c'est une vieille pratique qui date de 1990
après l'attaque du Koweït, le Conseil de sécurité de l'ONU a décrété les sanctions économiques contre l'Irak, et le Conseil fédéral a alors, à cette époque-là, pas seulement après, en 2003, dans l'attaque contre l'Irak, il a déclaré que l'application autonome des sanctions est compatible avec la neutralité. Alors, cette doctrine, en fait, depuis 1990, a modifié l'interprétation qu'on avait de la neutralité jusque-là. Elle a modifié l'interprétation en considérant que les violations du droit international sont condamnables et que l'imposition ultérieure des sanctions, qu'elles soient européennes ou autres, n'est en rien, comme je l'ai dit, incompatible avec la neutralité. Et depuis lors, la Confédération a généralement participé aux sanctions décrétées par les Nations Unies, et chaque fois que le Conseil de sécurité n'a pas été en mesure de prendre des sanctions et de décider à cause du droit de veto, la Suisse s'est alignée sur les sanctions européennes. Ce qui lui est reproché d'ailleurs, hein, on lui dit vous appliquez, mais elle n'est pas obligée de le faire, de s'aligner tout le temps sur les sanctions européennes. Donc voilà, nous considérons la neutralité comme l'idéal suisse, comme faisant partie de notre ADN, nous la discutons généralement pas, et cela a radicalement changé avec le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. À ce moment-là, la Suède et la Finlande, qui étaient des États neutres, ont renoncé à leur neutralité. Un message ambigu, permettrait l'expression, hein, de notre ministre des Affaires étrangères Cassis, a retenu l'attention de tout le monde. Il y a eu, juste après l'attaque, le lendemain, il y a eu une conférence de presse où on avait l'impression que la Suisse ne savait plus si elle était neutre, si elle n'était pas neutre, elle ne savait plus du tout quoi. Et moi qui fais partie de fondations internationales, j'ai un secrétaire général qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Mais quoi, la Suisse, vous êtes plus neutre ?» J'ai dit « Pas du tout, on est toujours neutre. » Mais bref, il y avait une espèce de flou. La Suisse a condamné l'agression russe, mais elle n'a pas expliqué clairement en quoi cette condamnation était compatible avec la neutralité, dans la mesure où c'était une violation du droit international et que les violations du droit international sont jugées contraires à la neutralité. Alors, pour un pays entouré d'États membres de l'Union européenne et non plus d'ennemis, et compte tenu des changements géopolitiques et sécuritaires considérables que nous vivons, la neutralité, selon certains commentateurs, ne servirait plus à rien. Le coup de massue des droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits exportés renforce la conviction de celles et ceux qui voient notre avenir dans un rapprochement avec l'Union européenne, à l'exclusion, disent-ils, d'un rapprochement avec de l'alliance avec les États-Unis. La neutralité, les bons offices, la promotion de la paix sont opposés par ces tenants-là, de cette conception-là, sont opposés aux nécessités du moment, à savoir, sont opposés à la nécessité de renforcer notre sécurité et l'interopérabilité de notre armée avec celle de nos voisins. Hein, on a eu tout ce débat sur l'ambassadeur américain en Suisse a dit que la Suisse était comme un donut au milieu de l'Europe, c'est-à-dire un truc avec des trous, un trou au milieu de l'Europe, un trou de sécurité. C'est vrai que un des grands défis auxquels la Suisse est aujourd'hui confrontée réside dans sa capacité à se défendre militairement en cas d'agression extérieure. Mais je rappelle quand même que c'est une obligation du droit de la neutralité. La Suisse est obligée d'être capable de défendre son territoire. Maintenant, la question de la défense du territoire se pose de la façon suivante. Est-ce qu'elle va jusqu'à nécessiter des systèmes de défense antimissiles sophistiqués? Est-ce qu'il est nécessaire de suivre l'exemple de la Corée du Nord, par exemple, et de nous doter d'un programme balistique et nucléaire afin de pouvoir se défendre militairement contre d'éventuelles agressions extérieures? Quand on regarde ce qui se passe avec la Corée du Nord, qui est sous sanction, mais
qui n'est pas traité de la même façon que l'Iran, alors que l'Iran est membre du traité de non-prolifération nucléaire. Et on peut se demander, par rapport à, si on se regarde nous-mêmes à travers ce prisme-là, si on ne devrait pas avoir aussi un programme de défense nucléaire pour pouvoir être capable de résister hein, et d'être compatible avec le droit de la neutralité. Dans le domaine de la défense, comme dans d'autres, se veut pragmatique. Elle dispose d'une armée de milices, d'avions de combat, et le niveau de notre sécurité dépend d'une évaluation de la menace. Et il est considéré aujourd'hui en ce moment, que la perspective d'une bombe thermonucléaire larguée sur la Suisse est considérée comme improbable, hein, comme quelque chose qui n'arriverait pas. On a entendu récemment des gens qui disaient de toute façon on devrait passer par les États de l'OTAN et que donc on est relativement protégé. Donc notre défense, elle n'est pas absolue, mais elle est relative, basée sur une analyse subjective des risques, sur une analyse des risques qui est faite par le département de la Défense et la Confédération. Et parallèlement, vu ces problèmes budgétaires, la Suisse assure aussi l'interopérabilité de ses forces armées, c'est-à-dire la capacité qu'elles ont de coopérer avec les armées des pays voisins. Par exemple, en cas d'urgence, notre système de défense aérienne devait pouvoir être intégré avec ceux de nos partenaires potentiels, c'est-à-dire les États voisins, ceux qui nous entourent. Et cette interopérabilité est renforcée par notre coopération avec l'OTAN dans le cadre du partenariat pour la paix et du Conseil de partenariat euro-atlantique. Donc d'un point de vue strictement sécuritaire, la neutralité revêtait une importance première et nous protégeait de nos voisins lorsqu'ils guerroyaient tous les 30 ans, nos voisins européens. Aujourd'hui, considérant les changements géostratégiques et la globalisation des menaces, la Suisse pense sa sécurité dans une approche d'ensemble, incluant la diplomatie, l'information, les économies et l'économie autour de l'armée. Et la Suisse est confrontée à un défi de taille, de toutes les façons. C'est celui de trouver un équilibre entre l'évaluation des menaces qu'elle fait et les infrastructures militaires, c'est-à-dire les différentes capacités de défense militaire. Et ce faisant, étant posées les contraintes budgétaires, la Suisse ne peut pas renoncer à une coopération internationale en termes de sécurité. Et au cœur des polémiques récentes, hein, vous avez vu l'interdiction pour l'État neutre de fournir les parties en conflit avec du matériel de guerre et d'autres biens pouvant servir à la guerre. Et cette obligation nous a conduit à des difficultés avec des pays voisins, puisque nous avons en plus une loi sur l'exportation du matériel de guerre qui est encore plus sévère et qui donc, nos ventes d'armes incluaient des clauses dans les contrats de vente qu'on ne pouvait pas réexporter dans des pays en guerre. Et donc on a eu des problèmes avec l'Allemagne, on a eu des problèmes avec d'autres États qui nous trouvaient absolument sans cœur par rapport à ce qui se passait en Ukraine, parce que les tanks ou les armes ou les munitions qu'on avait vendues à ces États ne pouvaient pas être réexportées en Ukraine. Bon, récemment, le Parlement a modifié la loi sur l'exportation du matériel de guerre, mais il y a un référendum qui est annoncé et c'est la population qui va trancher. J'ai parlé du temps de guerre, mais en temps de paix, le droit coutumier nous impose de ne pas nous mettre dans une situation en temps de paix qui pourrait éventuellement nous amener à violer son statut d'État neutre, à violer notre statut d'État neutre. Cela signifie qu'on ne peut pas participer à une alliance militaire. Cela signifie qu'il faut faire attention effectivement à l'exportation du matériel de guerre. Mais il reste quand même une chose intéressante, c'est que le droit de la neutralité, en fait, il est assez lacunaire. Il nous interdit vraiment peu de choses, puisqu'il s'applique qu'aux conflits interétatiques. Or, aujourd'hui, les conflits qui se développent aujourd'hui sont pas à part la Russie et l'Ukraine, sont pas forcément des conflits interétatiques. Si vous prenez Gaza, par exemple, vous avez conflit interétatique si Israël bombarde l'Iran, si Israël bombarde la Syrie, si Israël, parce que là,
c'est une attaque contre un État voisin. Donc c'est une situation de guerre interétatique. Mais la plupart des conflits, Gaza, c'est pas une guerre interétatique, c'est une guerre, ce sont des conflits civils. Et là, le droit de la neutralité ne s'applique pas. Et donc, on a l'impression que la Suisse applique un double standard, des fois, dans les conflits, vous voyez. S'il y a une évolution, je pense, à réfléchir dans le droit de la neutralité, c'est qu'il ne s'applique pas à la plupart des conflits qui se développent aujourd'hui dans le monde. Il ne s'applique pas aux conflits qui ne sont pas entre deux États souverains. Et donc là on a un problème de perception. C'est pour ça que les gens ont de la peine à comprendre ce qu'on fait parfois. Donc, la Suisse est obligée aujourd'hui de considérer les questions qui touchent à l'Union européenne, à la neutralité, à l'avenir du libre-échange, comme des décisions fondamentales de sa politique étrangère. Et en fait, c'est vrai qu'on est étroitement lié à l'Union européenne, mais on n'y participe pas. Et la pression exercée par les grandes puissances, constituées en bloc, limite notre liberté d'action. Et on peut moins bien se cacher que des tendances mondiales, hein, pas se cacher tout court. On peut moins bien se cacher, quoique avec la politique d'aujourd'hui, on peut parler de se cacher tout court, mais on peut moins bien se cacher des tendances mondiales qu'au XXe siècle. Dans un monde qui est dominé par les rapports de force, par la montée du populisme, par l'autoritarisme, nous nous trouvons en fait face à un dilemme que je pourrais qualifier un dilemme entre autonomie et influence. Si vous considérez que les petits États, et ça c'est reconnu comme nous, sont très efficaces en matière de gouvernance intérieure, ils ont une faible influence par rapport à l'extérieur. Alors, par rapport à cette situation, nous pouvons soit céder une part de notre souveraineté à un ensemble plus grand, par rapport à l'Union, par exemple à l'Union européenne. Hein. On pourrait se dire, bon, on serait mieux dans l'Union européenne, plus protégé qu'en étant tout seul, voilà. Ou alors, on peut choisir de privilégier notre indépendance et de continuer sur la voie qu'on a choisie jusqu'à maintenant, avec le risque de s'isoler. Et donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on se trouve dans une situation où on n'a pas envie de perdre une part. C'est d'ailleurs pour ça que la question des bilatérales 3 est si sensible aujourd'hui, parce qu'elle passe à un niveau supérieur, elle passe à un niveau stratégique par rapport à l'Union européenne. C'est un saut par rapport au bilatéral 1 et au bilatéral 2, qui étaient des accords commerciaux et qui n'incluaient pas de dispositions institutionnelles. Là, on a un saut stratégique qu'on a de la peine à avaler. Mais effectivement, on est placé dans une telle situation, dans ce monde qui est un monde de rapports de force, qu'on doit réfléchir à comment on tranche ce dilemme entre avoir peu d'influence en politique étrangère et vouloir s'allier à un bloc plus fort. Comment rester indépendant, comment continuer avec une politique de neutralité en étant seul et en faisant face à un risque d'isolation. Donc ça, c'est pas tranché, quoi, je veux dire. Mais encore une fois, souvent la neutralité a été interprétée comme un repli sur nos intérêts immédiats. Or, aujourd'hui, elle ne s'exerce plus dans le même contexte qu'autrefois. Aujourd'hui, elle revêt les habits de la neutralité d'un juge, qui prend la décision de considérer que quelque chose est contraire aux règles de droit que les États ont signées et acceptées. Et à ce moment-là, si ces règles sont violées, eh bien, on appliquerait le droit de la neutralité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la neutralité est évaluée. Et si vous regardez la situation géopolitique actuelle, ça ne serait pas prendre parti que de systématiquement dénoncer les violations du droit international, qui, je rappelle, Genève est le berceau des règles du droit international. Et c'est à Genève que se forge la politique étrangère de la Suisse. Voilà, je vous remercie de votre attention.